Bonsoir tout le monde. Alors je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes qu'on n'a jamais eues auparavant et ça fait très très plaisir parce que c'est toujours très sympa d'avoir des nouveaux Les gens, représentants. Et d'ailleurs je vois qu'il y a un bug que je n'avais pas constaté à l'heure, mais c'est pas grave. Donc c'est très cool d'avoir tout le monde. Donc ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. C'est la deuxième interview dont vous êtes le héros, mais elle ne va pas concerner une personne, mais bien une personne morale, en fait. Hein, parce que c'est exactement. Une association une loi association. 1901. Exactement, très, très important. Vous êtes les héros. Et oui, parce que ce soir, on reçoit une association qui s'appelle les Ateliers d'Alric, ALRIK. Et les Ateliers d'Alric, c'est un peu, pour moi, les références de l'œil noir en France. Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Peut-être que Ouais, tout le monde ne sera j'espère pas bien. d'accord dans le chat, mais de mon point de vue, en tout cas, voilà, Bah, c'est pour nous qui ne sommes pas forcément versés dans l'œil noir, c'est ça. c'est actuellement, en ce qui concerne les parutions qui se font en France, c'est vrai qu'on entend parler des ateliers d'Alric. Et donc, du coup, bah, de fil en aiguille, la première question, c'est qu'est-ce que les ateliers d'Alric? C'est moi qui dois Qui répondre à c'est ça. qui va Ah bah, répondre? Bah, je pense que ah, c'est c'est évident de ça. répondre, hein, non? C'est Ouais, je réponds. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est vrai, c'est moi le président. Je vous invite à tous répondre en même temps. Comme ça, ce sera plus Alors, dans les ateliers d'Alric, ils ont été une longue histoire. Ils ont été créés dans le cadre, alors je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais de BBE Community, c'est comme ça qu'ils disent? Donc c'est le travail que, VBE, peut, octroyer à certains, mais qui n'est pas vraiment, c'est du semi-officiel, on va dire. Mais voilà, c'est ce qui permet de développer la gamme, pour les fans surtout, hein, et et qui donc délègue des traductions à ouais, des associations. ça. Donc Je cherchais le typiquement, il y mot, en mais a une pour effectivement, c'est Starfinder, délégué, il y en a une pour Pathfinder, il y en a une pour, Shadowrun et nous on est l'association qui publie du contenu additionnel sur l'œil noir. voilà. Donc en fait, le truc, c'est que c'est, historiquement, ça a été une autre asso qui a bossé, d'abord en c'était pas dans ce cadre-là, c'était plus, ils ont embauché un peu l'association donc qui s'appelle, Scriptarium, donc qui a passé le relais là et sur après la première vague. Donc voilà, l'asso c'est, principalement, constitué pour ça, même si on a, d'autres rêves évidemment de développer l'œil noir autrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu tous, qu'on vous connaisse, et savoir un petit peu comment vous vous êtes rencontrés pour former cet assaut? Ça pourrait être intéressant de savoir qui vous êtes. C'est des histoires trop longues là que tu nous demandes. Oui, mais quand même, c'est Bah oui. l'occasion ou jamais. Qui d'abord? Ouais, on commence pas par Arms, parce que ça va être le plus long. Alors, par où commencer? Alors, je suis donc, Arne, j'ai participé, au projet de traduction de l'Œil Noir dans la 5e édition, dans un rôle un peu particulier. C'est-à-dire quand une bande de fous est partie en Allemagne pour aller demander, l'accord d'Ulysse de lancer le projet de traduction de l'Œil Noir. Dans l'équipe, il y avait aucun joueur qui jouait le jeu de manière, récente. Et alors, on m'avait vu passer sur un site, aventury.com, et puis aussi les vieux chaînes, de Yahoo, lancées par un certain Bruno Lalonde, où j'étais à la recherche d'autres joueurs de l'Œil Noir. Et donc j'ai été recruté à ce moment-là pour donner un peu de substance, dans l'expérience de jeu. Je suis donc néerlandophone, je viens de la Belgique, et donc je suis tombé chez les francophones un peu par accident. En Belgique, donc en néerlandais, l'Œil Noir a été traduit en 2 vagues. D'abord, comme tout le monde, dans les années 80, avec les, vieilles éditions encore de Schmidt-Spiel, que voilà, vous voyez ici donc, l'un ou l'autre exemplaire, hein. Donc vous reconnaissez, La malédiction de Borbarad, La porte des mondes, voilà, donc ça c'est vraiment les vieux trucs dans les années 80. Contrairement en France, où ça a très vite arrêté, donc on a continué à traduire dans les années 90, 90 pour, quand on est de chez moi. Par exemple, pour de Talussac, Oui. qui est donc édité, de manière, plus récente, avec, donc la mise en couverture de
style donc fan pro de l'époque. Et alors on m'a passé donc l'œil noir. J'ai pas connu donc la toute première édition. J'ai connu le jeu grâce à un pote de la classe quand j'avais 13 ans quelque chose qui m'a passé donc sa boîte de jeu avec donc ce dé magique qui était tout à fait un objet insolite que je n'avais jamais vu. Et ainsi donc ces drôles d'histoires qui donc parlent d'Avena avec des aventures en solo, avec des choses, c'est compliqué à faire du sens. Je n'avais pas tout de suite un groupe d'amis, j'avais l'un ou l'autre pote avec qui je pouvais partager, mais ça restait en germe comme une espèce de je jouais dans mon coin en simulant des jeux avec les dés, avec des fiches, des règles et puis, voilà, finalement, il a fallu attendre la fin de mes études universitaires. Là, on est, dans 2 moitié des années, 90, où donc j'ai lancé donc un projet de jeu de rôle. Je me suis lancé un peu, à la sauvage, pour garder ensemble le groupe d'amis que j'ai fait, en tant qu'étudiant, pour avoir quelque chose autour de se réunir. Ça a marché, pour certains, c'était très clair. Il y en avait qui aimaient, il y en avait qui n'aimaient pas du tout. Mais le grand problème, c'est que à cette époque-là, donc on arrêtait la traduction néerlandophone de L'Œil Noir. Et donc, par nécessité, étant néerlandophone, j'ai quand même, un peu plus de facilité que les francophones. Donc je me suis mis à chercher en Belgique les publications en allemand, et j'ai commencé à jouer, à continuer à jouer avec mon groupe, avec les publications en allemand. Hem voilà, j'ai continué, d'une chose venait d'une autre, puis j'ai cherché d'autres joueurs et je suis tombé donc sur ce que je disais, donc des sites francophones, hem, où j'ai vu passer plein de gens, j'ai rencontré un certain Bruno Lalonde, qui a dans les groupes Yahoo, animait donc un li une messagerie, sur l'œil noir, et puis voilà, après un certain temps, j'ai un peu perdu l'intérêt jusqu'à ce que, je me suis fait solliciter parce qu'on cherchait donc des gens qui connaissaient le jeu en jouant vraiment la version allemande. Et donc j'ai rejoint l'équipe, de traduction dès le départ, où j'ai eu surtout un rôle de conseiller dans les traductions parce qu'on avait plein de gens enthousiastes, mais il manquait un peu de connaissances récentes de la gamme. Et donc, c'est pas toujours facile de traduire des termes spécifiques, Reichsgeheimrat ou Großgeheimrat, il y a une différence ou pas? Je suis sûr que Est-ce oui. qu'il y a une différence entre Schepen, Gurken et Gran? Est-ce que c'est le même village? Est-ce que c'est pas le même village? Comment ça se passe? Et donc, j'ai surtout, conseillé l'équipe, qui a traduit donc le livre de base, au Le départ. mardi soir entier. Et je suis pas vraiment de traducteur de service, mais donc vu que j'étais donc celui qui maîtrisait le plus les termes spécifiques du jeu, j'ai surtout conseillé et aidé les traducteurs. Et donc à fur et à mesure que l'équipe a pris un peu plus d'expérience et qu'on a et plus d'expérience, voilà, ce rôle est un peu moins important, et donc je suis très content que voilà, maintenant il y a d'autres gens qui se mettent, à feuilleter les publications allemandes, par nécessité, parce qu'il y a tant de choses intéressantes à trouver. Et voilà, mais je reste actif au sein des ateliers d'Alric. Voilà, pour membre fondateur, si on a besoin de moi. Tu peux dire sur Voilà. tu es le lore master, hein. Tu es le lore master de spécialiste du background de l'œil noir, c'est toi, hein? Écoute, au niveau allemand, je suis un petit amateur, voilà, dans le pays des aveugles, le Borgnérois, hein, non, mais voilà. Disons que je suis le premier guide, j'essaie d'être celui qui guide les gens, les touristes qui arrivent pour la première fois dans ce drôle de pays. Je leur montre un peu le chemin, après ils se débrouillent, voilà, voilà. Juste pour avoir, moi, nous, on a notre œil on est adepte de pas mal de jeux de rôle, mais on connaît très mal l'œil noir. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça. L'œil noir, en tant que JDR, ça a commencé en quelle année? Les fondateurs l'ont créé en quelle année? 1984, non? Ouais, j'aurais dit 84, C'est ouais. ça, 84. Ouais. Et parce qu'ils fêtent leurs 40 ans l'année prochaine. Il y a déjà plein de publications en préparation, ouais.
Et je me souviens d'une époque où on mettait en opposition l'œil noir et Donjons et Dragons pour savoir qui était le premier, qui avait copié qui. Est-ce que ça a lieu d'être ce pseudo Il y a pas photo, hein, il y a 10 ans d'écart entre les 2, donc c'est bien Donjons& et Dragons le premier, hein. Ouais. L'Œil Noir est effectivement un jeu de rôle. Pour la petite histoire, le jeu aurait jamais dû exister, en fait, parce que ceux qui l'ont créé devaient à l'origine traduire Donjons& et Dragons. Mais ils ont pas réussi à D'accord. s'entendre avec, TSR à l'époque, qui demandait trop de royalties Mmh. et du coup, ils ont créé leur propre jeu et en Allemagne, bah, ça reste le premier jeu de rôle, en termes de quand nous on parle de Donjons& Dragons, eux ils parlent de l'Œil Noir comme étant le jeu de rôle, le premier jeu de rôle. Donc et ils sont quand même partis sur quelque chose de très différent, même si, on retrouve, des fonctionnements un peu similaires, mais qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de jeux de rôle. Il y a évidemment l'utilisation du D20, mais il y a une particularité dans l'œil noir, c'est que, pour moi, c'est quand même assez à noter. Le fumble n'est pas le 1, mais c'est l'inverse. Hein, la réussite critique, c'est le 1, et le fumble, c'est le 20 dans l'œil noir. Hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Ça. Contrairement à Donjons& et Dragons, faut pas faire le plus gros possible, C'est ça. faut faire le plus petit possible. On est en roll under comme ils disent. C'est un détail, mais je trouve que ça, d'un seul coup, ça donne une autre dimension à l'œil noir. C'est un peu comme il y a des systèmes de jeux de rôle avec des dessins ou je sais plus, bon, évidemment, je l'ai pas en tête là parce que je me souviens jamais, mais où c'est pareil, il faut faire Ah, des petites valeurs. Hunterest, Présentement, t'as pas mal de Ouais. trucs, ouais, présentement avec les Vélo, par Ah, exemple. Ouais. Oui, Ah oui, c'est vrai. On peut peut-être continuer la fondamentalement, ça fonctionne présentation? pareil, hein, que oui, sur du dessin, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Il y en a qui parlent et puis on les a pas présentés. oui, Ouais, tout à fait. on a entendu Arne et alors, qui Ah, d'autre se désolé, j'ai pris présente? toute place. Voilà. Non, Ah non, 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 c'est t'inquiète. très bien, c'est très bien. On a le temps, on a le Ouais. temps. Je crois que Dany a parlé, mais par contre, je l'ai très, très mal entendu et son son était très bas. Oui, bah moi tout ajusté pour Il y a toi que qui as ça dit, fonctionne. que Arnaud était le lore master de l'Œil Noir. C'est ça. C'est ça. Donc il faut que tu montes ton son. Ah ouais, Divim, on a essayé tout à l'heure, mais en fait, du coup, moi j'ai pris le parti de baisser tout le monde et de monter J'allais pour parler l'entendre. fort. J'allais être obligé de parler fort. Oui, oui, bah, On hésite pas. t'entend, on clairement. t'entend, vas-y, vas-y. Je fais la présentation du coup, allez. Ouais, Oui, vas-y, vas-y. alors dis-nous. Alors bon, je vais essayer de pas être trop long, mais bon, je suis rôliste depuis le milieu des années 80. Et j'ai commencé, comme beaucoup, beaucoup de Français, par la boîte d'initiation de l'aventure de l'œil noir. Donc, directement par le sujet. Hein. Donc, j'ai découvert le jeu de rôle et le rôle de meneur en même temps, hein, avec la libération de Sylvana, le fameux scénario du livre des aventures, hein, de la boîte d'initiation de l'œil noir de l'époque. Et à partir de là, bon, ben, j'ai pas mal joué à ce jeu-là avec des potes. Et après, bon, je peux l'évoquer, voguer sur d'autres, on va dire, d'autres mers. J'ai découvert d'autres jeux de rôle, donc j'ai fait pas mal de choses. T'avais quel âge pour la libération de Sylvana? Quand c'est sorti, j'avais une dizaine d'années, mais moi j'ai commencé à jouer à 13-14 ans, par là. C'est un peu lointain, pour me souvenir, c'est un peu flou, je sais pas l'année exacte à vrai dire. À vrai dire. Et donc voilà, donc après bon, j'ai fait ma culture jeu de rôle de manière un peu plus vaste. J'ai été très longtemps meneur à la pile de Penou. Je suis rentré en club de jeu de rôle, j'ai pu jouer à pas mal de choses. D'ailleurs, à l'époque, le fameux syndrome œil noir, quand j'ai dit que je faisais jouer à l'œil noir en club, on m'a dit ouais, bon. Voilà. J'ai dit que quand j'ai joué à l'appel du Toulouse, on m'a dit tu fais jouer des mains. Bon, ça c'était le syndrome de l'époque, hein, malheureusement. Donc après, bon, je vais faire très vite sur ma carrière rôliste, on va dire, parce que bon, j'ai participé à des organisations de manifestations. J'ai fait jouer, j'ai joué à énormément de jeux de rôle dans vie de rôliste. J'ai une vie très active pendant une bonne quinzaine d'années avant de faire une grosse pause. Alors une pause où je continuais à jouer en famille, mais où je me suis coupé du milieu, on va dire. Et donc là-dessus, bon, après, au niveau de la culture rôle, je suis un fan de pas mal de jeux différents. Je suis un fan de Dragon, donc si on me cherche là-dessus, voilà, c'est mon jeu de cœur, c'est la prophétie, le joyau du rôle français. En univers de D&D, c'est Dragonlance, évidemment. J'ai un gros coup de cœur pour les rôles de super-héros, donc de manière globale, on va dire. Donc, depuis, j'ai découvert le Marvel super-héros de TSR, de 80 aussi. Et ensuite, eh bien, bon, je suis revenu à l'œil noir et même bien des pérégrinations. En fait, il y a, bon, maintenant, je fais 5 ans, en fait, où je suis tombé sur la PDF du livre de base qui était dans la boutique de Blackbook. Et donc, j'ai vu l'œil noir, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. J'ai téléchargé le PDF.
Donc là, on est sur la tendance nostalgie, donc on met souvent en avant quand on parle de l'œil noir aujourd'hui. Et par contre, quand j'ai lu le PDF, là, on parlait plus de nostalgie, c'est que j'ai eu un truc qui était extraordinairement bien foutu, quoi. Vraiment extrêmement bien foutu. Et donc, je dis ça sent le truc bien fichu. Et j'ai mis le doigt dedans et puis jusqu'à passer le bras. Là, j'ai commencé à faire jouer. J'ai commencé à tester. Donc, j'ai fait des adaptations de scénario de la V1 des années 80, donc, que j'ai adapté en 5e pour faire tester dans mon association, dans une de mes associations de potes. Et d'ailleurs, l'œil noir a été un élément décisif dans ma petite vie de rôliste qui aime écrire, puisque c'est grâce à l'œil noir que je suis rentré dans l'équipe du Fix, le site internet d'information que j'écris des articles pour ce site. J'ai eu Faut connaissance. pas que tu hésites à nous mettre dans le chat justement les liens de ce que tu nous dis, parce que tu as parlé du jeu de rôle Prophétie et de ce site-là. N'hésite pas à mettre, parce que ça peut intéresser, je pense, des gens d'avoir ces liens, et on pourra les mettre en dessous de la vidéo sur YouTube en description. Faut pas hésiter. Et si tu les retrouves même en cours de live plus tard, c'est pas grave, mais n'hésite pas à nous les mettre. Ouais, c'est cool. Tac. Moi, je vais mettre de suite pour le Fix, ça sera fait. Et comme ça, mon rédac chef. C'est fait. Ah, bravo. Le Fix, toute l'actu de la culture rôliste. Mais carrément, on entend beaucoup parler. C'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, c'est parce que j'étais pas d'accord avec leur analyse du jeu, en fait, que je savais contacter. Et comme c'est des gens très ouverts d'esprit, on dit que c'est intéressant, on a discuté de plein de choses, et j'ai mis le pied à l'étrier il y a 3 ans. Et depuis, j'en suis à une petite quarantaine d'articles écrits, et j'adore ça. Donc, voilà. Donc, le Nord m'a apporté ça aussi au passage, ouais. Donc, en bonus, on va dire. Et donc, après, je rejoins les ateliers d'Aldric quand ça s'est monté, hein. Alors, je fais partie des petites mains, on va dire, qui donnent un petit coup de main, parce que je suis loin d'avoir les talents de traducteur de mes petits camarades. J'ai fait de la relecture, et voilà, j'essaie d'apporter mon aide sur tout ce que je peux. Et bon, comme on me dit souvent, j'ai tendance à parler de l'oignon un peu partout tout le temps. Quand les gens racontent des conneries dessus, ce qui arrive régulièrement. Donc voilà, j'ai un petit peu tendance, voilà, à être estampillé comme ça. Il y a quelques Alors, personnes juste, qui me voient tu dis les conneries. Qu'est-ce qui peut être raconté sur l'œil noir quels sont les poncifs qu'on peut raconter sur l'œil noir sur Tu lesquels vas vous nous êtes chauffer là direct, là, on va Allez-y, s'énerver maintenant, là, c'est ça? c'est parti. Parce qu'en fait, ouais, quels sont les poncifs habituels sur l'œil noir? Le principal poncif, et faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très traditionnaliste sur le jeu de rôle, même si je suis très ouvert au reste, hein, mais c'est dans ce qui me fait le plus plaisir, on va dire, hein, le plaisir pur de jouer. Et j'adore disséquer les systèmes de règles, les étudier, voir leurs points faibles, leurs points forts, comme je fais depuis 30 ans maintenant. C'est ça ce que j'apporte au Fixe d'ailleurs, hein, parce que bon, en général, les services presse, ils me filent plutôt des trucs un petit peu dodus, là. Et il y a un truc qui est systématique, qui est le plus fréquent, on va dire, dans les analyses biaisées par rapport à l'œil noir. C'est la notion de complexité de son système. Parce que le système de l'œil noir, c'est un système qui utilise sa propre mécanique unique, qui n'existe pas dans d'autres jeux connus. Et comme beaucoup de sujets là-dessus, quand on fait quelque chose de très différent et qui en plus vient d'une langue allemande, donc il est beaucoup moins ouvert pour beaucoup de gens que l'anglais, hein. Il y a l'effet des choses étrangères et différentes, ce qui fait qu'à la lecture, il y a un certain nombre qui analysent ça de manière un petit peu frivole, je pense, sans voir exactement les tenants et les aboutissants. Le règle, c'est un peu plus complexe qu'un GD, et il faut voir les équilibrages, quoi. Voilà, voir comment la complexité se fait ou ne se fait pas. C'est en général le poncif le plus élevé à cause de la base du système de l'œil noir, qui consiste à faire un test de 3 compétences, sur 3 caractéristiques différentes en même temps. Et pour le truc, c'est un peu un effet waouh, en fait, quelque part, hein. Ouais. Bon, c'est un peu dommage parce que statistiquement, c'est ce qui rend le jeu extraordinairement Un effet performant. waouh ou un effet Burke? Voilà, un effet, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui est juste une question de biais de perception, en fait. C'est un petit peu Ouais. dommage, mais c'est très fréquent. C'est très fréquent. Bon, voilà. Et là où c'est paradoxal, c'est que pour ceux qui ont vécu il y a 20 ans, là, 20-30 ans, la première version de l'œil noir, eh ben, on reprochait exactement l'inverse à l'œil noir. C'est-à-dire que oui, c'est trop simple, faut passer à autre chose maintenant, c'est pour les bébés, c'est que de l'initiation, c'est basique, enfin vraiment, c'est le grand écart entre les deux là qui est assez impressionnant. Mmh.
Il faut se dire que l'œil noir Ah oui, paye le souvenir, en fait. Et ça, le souci, c'est que l'œil noir, il a été connu en première édition Ultralight. Donc forcément, quand il revient en France, sans avoir été connu de personne au bout de presque 40 ans maintenant, les gens, ils font le comparatif. Les plus anciens font le comparatif directement. Il n'a pas lieu d'être, en fait, parce que le jeu a évolué, largement évolué. Donc, il y a aussi ça qui est un petit peu dans le biais de perception qu'on peut avoir sur le jeu. Mais en termes de complexité pure, si on regarde les systèmes de règles existants, moi, je peux vous poser là comme ça, par exemple, le noir aujourd'hui, il n'est pas plus compliqué que le 2 modifié de Dune. À aucun moment. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Le quoi? le 2D20 Ah, le 2D20 de De Dune. Dune. D'accord. Dune, enfin, de tous les jeux Modiphius, en fait. Ouais, ok, d'accord. Star Trek aussi. Et Enfin, le, Dune, mais bon, c'est à peu près le même niveau. Ok. ouais, je déborde un peu sur ma présentation, mais moi qui ai connu quasiment que l'œil noir, c'est vrai que quand, en fait, moi j'ai fait le schéma inverse où je me suis mis à jouer à Chronique oubliée après. Et en fait, au début, je ne comprenais pas cette histoire que, en fait, un expert de la voltige, un voleur, acrobate, je sais pas quoi, avait voilà, éventuellement quelques bonus par-ci par-là dans certaines, mais que il allait pouvoir avoir quasiment les mêmes chances de réussir un truc qu'un magicien, quoi. Qui, a priori, n'est jamais sorti de chez lui. Et pareil pour. En fait, c'était. Voilà, s'il fait 2 et que l'autre, il fait 18, même s'il a plus 10, plus 15 en. Eh ben, le mage s'en sort mieux que le. Moi, ça m'a toujours. Enfin, ça m'a assez choqué, en fait, quand j'ai commencé à jouer Chronique oubliée avec vous. Et c'est vrai que le système du 3D20, du coup, je trouve, lisse ça. En fait, il lisse beaucoup ce caractère d'expert de chaque archétype, en fait. En fait, il apporte pas de la complexité, il apporte de la précision, quoi, ou un peu plus peut-être de réalisme. Est-ce que l'œil noir est plus réaliste dans son mode dans son par rapport moteur à de quoi jeu que par rapport à moi je connais surtout Donjons et Dragons et ses variantes. Est-ce qu'il est plus réaliste? Est-ce qu'il est plus simulationniste? Oui, Alors, il y a on une est volonté simulationniste et réaliste manifeste plus que Donjons et Dragons. D'après ce que j'ai compris, on est sur de la et c'est avec Sam on en parlait, de la low fantasy, ce qu'ils appellent, sur une fantasy ou qui soit, comment dire? Plus, enfin moins, Moins riche en effets magiques et voilà, peut-être en- ou que tout soit pas sourcé, mais qu'il y ait pas de Pas enfin, pas nécessairement, pas nécessairement. Il y a beaucoup de magie dans l'œil noir, si on veut. Ce qui est la particularité de l'œil noir, et on n'en a pas encore parlé, c'est que le jeu se développe aussi clairement dans le cadre d'un seul monde, si vous voulez. mmh. Et donc, dès le départ, les auteurs ont pris le pari de vouloir donner vie à ce monde qui doit être cohérent. Et donc, même s'il y a de la magie, ça ne veut pas dire que tout et n'importe quoi est permis. Ce qui veut dire, par exemple, que la force magique d'un magicien il y a une espèce de conservation d'énergie qui doit se faire. Si on a un certain effet magique qui a lieu, c'est que quelque part, ça doit rester cohérent dans les autres descriptions qu'on a eues. Si, évidemment, il faut pour un jeu équilibré que le joueur qui joue un magicien a des contraintes très fortes par rapport à ce dont il dispose dans le jeu. Évidemment, le grand méchant, le boss de la fin, il dispose de ressources plus importantes et beaucoup plus dangereuses pour faire opposition et de constituer un vrai danger. Mais alors, peu importe, il faut que tout ça fait du sens dans un monde cohérent. Ce qui fait que, comment dire? Tout ne va pas, et si, le grand méchant est capable de provoquer des effets beaucoup plus forts, c'est qu'il a accès à des ressources, qui sont pas permises aux joueurs, mais pour des raisons, de cohérence intérieure, du monde. Et la cohérence et la totalité de ce monde qui a été développé pendant plusieurs décennies, dans lequel il y a moyen de se balader, d'avoir une idée plus ou moins correcte de ce que c'est
un effet magique, spectaculaire ou non spectaculaire au quotidien, fait que ça fait plus réaliste, hein. Il y a une logique, il y a une idée derrière, ça doit faire du sens. On ne peut pas juste postuler un effet magique quelconque. Ce qui n'empêche pas qu'à certains moments, on vit des événements, on peut vivre durant des aventures, des événements particulièrement lourdes d'énergie magique. On a eu, on a on a des invocations de démons, on a des invocations d'effets spectaculaires, on a des forteresses, il y a des forteresses volantes, tout ça existe, mais ce sera toujours vu comme exceptionnel et donc joué et perçu à sa juste valeur. Dans le quotidien, le magicien est toujours très cohérent, est très conscient de ce qu'il est capable de faire et ne pas faire dans le quotidien. Ce qui donne une perception de réalisme quand même très nette et qui est très agréable. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. T'as Et les as la règles même de chose tête, pour les règles les de tête, non-magiciens. ouais, bon. Les non-magiciens aussi, en général, ils savent très bien ce qu'ils savent faire ou pas en fonction du score dans la compétence et des scores des attributs. Tu sais dès le départ si tu vas réussir ton épreuve, enfin, si tu as 95% de chance de la réussir ou pas. Moi, j'ai un joueur qui ne rate jamais une épreuve de perception. C'est simple, il a tellement de points que même quand je lui mets un malus de -5, il réussit. Là, tu as une véritable expertise pour le coup. Et alors, du coup, je pense qu'on est rendu à ça. Daivim, justement, vu que tu prends la parole, est-ce que tu pourrais te présenter toi aussi et présenter Ouais, tes débuts avec l'œil noir et justement comment tu en es arrivé là? en termes de donc ouais, Divim ou Divim Star Divim, selon les endroits, les forums, d'accord. etc. Thomas Coquery dans la vraie vie, c'est, alors comment je suis tombé dans le noir? Bah, tout petit, quand j'avais 12 ans, en 86 de mémoire, j'ai demandé le jeu au Père Noël et on me l'a apporté. Heu, Ah, pour pas la le petite Père histoire, Noël. je l'avais découvert, dans le journal de Tintin où il y avait une pub et ils publiaient aussi à ce moment-là une petite BD qui était inspirée de Donjons& Dragons, qui était très rigolote et ça m'avait donné envie de jouer à un jeu comme ça et il se trouve qu'ils ont fait la pub de l'Œil Noir donc je l'ai demandé et je l'ai eu et j'ai commencé à jouer avec mes camarades d'école. Ma première partie était complètement ratée avec mes grands-parents et parents et frères et sœurs. Personne n'avait compris, même pas moi. Après ça, j'ai dû jouer, facilement 3 ans à l'Œil Noir. Ouais, c'est 6e, 5e, même pas 2 ans et après on est passé à autre chose, des jeux un peu plus sexy du genre Stormbringer, Hawkmoon, L'appel de Cthulhu un petit peu, et puis après j'ai continué, tester plein de trucs, Rollmaster, Innomine Satanis et Magna Veritas, et du coup j'ai dû continuer à faire du jeu de rôle jusqu'à mon bac en 93, et après j'ai fait quelques petites parties épisodiquement, et vers les années 2000, j'ai découvert le site aventurie.com par exemple. Ah, ça me dit J'étais quelque très chose, content ça. de trouver des infos sur le lore de l'Aventurie que j'avais laissé, pas évoluer et de me rendre compte qu'en fait, ça avait vachement évolué. Et toujours sur l'Œil Noir, donc après, il y a eu le financement participatif en 2016, si je me souviens bien, auquel j'ai participé. Alors, des premiers backers, contrairement à Sam et Arnaud qui, eux, sont contributeurs et Dany qui l'avait raté à l'époque, si je me souviens bien. Tout à fait. Et du coup, je suis devenu un membre assez assidu du sous-forum, BBE consacré à l'Œil Noir. Je me suis retrouvé, à animer le groupe Facebook consacré à l'Œil Noir. Je me suis fait des petites traductions perso d'aides de jeu, et puis, bah, quand, Sam a lancé les ateliers d'Alric, je les ai rejoints a priori pas dès le lancement, mais peu de temps après. Et depuis, bah, je suis un traducteur assidu pour la Gazette Aventurienne, qui est un journal, qui est censé être publié réellement dans le monde de l'Œil Noir, Ah, et dont on peut ça me trouver chauffe. des exemplaires, alors les premiers étaient imprimés par BBE, maintenant c'est plus que du PDF, mais on peut les imprimer et les fournir aux joueurs. C'est un moyen de se rendre compte que l'aventurie, évolue. C'est un truc dont on n'a pas encore trop parlé, l'histoire vivante de l'aventurie. Je me permets En fait, juste, je te coupe ouais. une seconde par rapport à ça. Donc là, j'entends que, par exemple, je fais le comparatif, hein, qui va pas vous plaire, mais où on a D&D qui eux, prônent carrément
le fait d'avoir un multivers avec une multitude de mondes, etc. Là, sur l'œil noir, moi, j'ai un œil un petit peu novice, hein, complètement novice, hein. Donc, vous êtes sur un monde, l'aventurie, qui est développé depuis 30-40 ans, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Qui est garant du lore de l'aventurie et de la cohérence de ce monde? Officiellement, c'est l'éditeur, donc Ulysses Spieler. Chez nous, c'est Arneux qui s'occupe de ça, pour nos publications, pour vérifier qu'on dit pas trop de conneries. Ouais. Parce que, bon, on a quelques traducteurs chevronnés, limite professionnels, mais la plupart, c'est en amateur, donc on n'est pas à l'abri de se planter. D'accord, OK. On a des Et phases de relecture assez conséquentes, J'imagine, attention. ouais, j'imagine que ça doit être un boulot assez monstre Et de il faut le dire, dans l'équipe des ateliers d'Alaric, je parle de nos meilleurs spécialistes là, il y a les relecteurs les plus sévères de tout le monde du jeu de rôle. Ah oui? on a été à bonne école, hein. Ils ont fait Blémir les gars de chez BBE, je crois. Alors, on a une question un peu technique. On nous demande où est-ce que la Gazette aventurienne est écrite dans le monde de l'œil noir. Est-ce que c'est à Gareth? Oui. Alors, ils ont leur siège à Gareth, Oui. Ouais. Oui. mais on peut la trouver un peu partout. Et sachant Il y a qu'en d'autres fait, journaux c'est aussi dans d'autres ouais, il y a d'autres. En fait, c'est une compilation. La Gazette aventurienne existe réellement, mais c'est la Gazette aventurienne terrestre, on va dire. C'est une compilation de tous les journaux de l'aventure. C'est fou quand même le genre de questions qu'on peut poser pour l'œil noir et on a une réponse, quoi. C'est Et alors, d'où oui, et d'ailleurs, la démentiel. profondeur Je- du lore, quoi. C'est incroyable. je complète pour la question qui a été posée tout à l'heure par François. C'est donc comparé à D&D, bah, effectivement, où tu as un espèce de multivers. Ils ont pris le contre-pied totalement inverse, où en Bah fait, oui, tu n'as qu'un complètement. seul monde, Mmh. globalement cohérent, hein, même si effectivement, il y a certaines choses, tu pourrais te dire, ouais, c'est un peu chelou, pourquoi est-ce que les plus avancés technologiquement, par exemple, vont pas aller bastonner ceux qui le sont un peu moins, mais bon, voilà, on va dire que, voilà. Faut trouver des raisons De même. politiques à ça, hein. Ouais, alors, c'est surtout que voilà. C'est surtout que voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette gazette, c'est que le l'Œil Noir a 40 ans et en fait, il s'est passé exactement 40 ans depuis la création du jeu. En fait, le temps s'écoule aussi vite, sur Terre qu'en Aventurie. Il s'est D'accord. passé que 40 ans. Je me permets de corriger en tant que c'est mon rôle de corriger donc l'équipe quand, voilà, quand il y a des légers glissements de sens. Donc actuellement, on est dans les années, je sais j'ai pas exactement, mais on est dans l'année 52-53 Mais toi, tu comptes dire toujours que en HAL, tu peux pas nous utiliser le calendrier de Bosparan? Ouais. oui, donc ça Ah ouais, veut j'allais le dire dire. 52 HAL, J'allais ça faire fait la remarque, hein. 1045 après la chute de Bosparan. Hem Donc ça veut dire que mais j'utilise HAL parce que le début de donc là, c'est l'empereur HAL quoi. Enfin, je veux dire donc l'idée c'est qu'à un certain moment on a dit: «Ben voilà la première aventure en fait, quand vous avez délivré Sylvana, c'est donc le début, de l'Œil Noir». Donc on va dire que on va dire que ça correspond donc avec donc la première année, d'intronisation de HAL. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a installé un peu, ex post facto, donc on a rétroconventionné, ça après quelques années quand on s'est rendu compte qu'il fallait faire ce travail de harmonisation, et de mettre un cadre parmi toutes les publications. Donc aujourd'hui, le temps coule effectivement d'une année parallèle à une année, mais ce n'a pas toujours été le cas. Donc les premières années, ça a été mis en route quand on était déjà autour de 13 halles. Je pense que le tournoi des Félons est une des références de départ à ce titre-là. Ça a changé. Et il y a eu des moments où on a accéléré et on a ralenti, un peu le temps. Donc je pense que pendant un certain temps, c'était donc 2 années aventuriennes dans une année terrestre. Et puis, vu l'énorme travail qu'on a dû faire pour, la campagne bourbaradienne, donc ce qui est une très grande campagne. Imaginez-vous que donc comme on est dans un monde médiéval fantastique classique, donc il y a le grand méchant qui arrive avec ses démons, ses morts vivants, ses dragons. Il veut tout conquérir et quand il conquiert tout,
c'est la fin du monde, donc tout le monde et tous les grands héros se réunissent avec les grands artefacts, avec un grand combat final où presque tout le monde est mort. a Ben voilà, changé. c'est très typique pour un monde médiéval fantastique. Dites-vous qu'en aventurie, on a eu ce combat, il y a eu une 25 ans entre-temps, et donc il faut continuer le monde, on continue à jouer dans un monde dans lequel ce grand combat a eu lieu. Il faut encore continuer à vivre et vivre avec ce passé, avec cet héritage. Donc, Pas point de vue toujours évident rédactionnel, c'est d'ailleurs. une A ouais, changé. donc cette campagne, à l'époque, quand elle a été écrite, demandait un énorme travail de rédaction et donc à un certain moment, la rédaction a dû, pendant un certain temps, a fait couler le temps plus lentement. A Mais changé. aujourd'hui, voilà, on est là, une année terrestre fait donc une année de progrès dans le temps, ce qui devient un peu, parfois un peu ennuyeux parce que, enfin, c'est très chouette et parfois c'est ennuyeux parce que les personnages vieillissent et il faut tenir compte de ça. Tout d'un coup, il faut se rendre compte que un personnage très important d'il y a 20 ans, ben voilà, il a 20 ans de plus, donc ce n'est peut-être plus le guerrier fantastique qui était là auparavant. Pour un magicien, c'est plus facile évidemment. Ça signifie que là, avec un événement comme ça, les années qui vont suivre, on va vivre dans un monde un peu pas post-apocalyptique, Tout à oui et fait. non. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu un impact sur le paysage, sur des lieux qui ont été détruits. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut adapter tout le lore, Mmh. toute l'histoire, toute la géographie à ce qui s'est passé durant cet événement, c'est ça? Tout à fait, Exactement. tout à fait. Il y a plusieurs villes en Aventurie qui, lors d'une grande catastrophe, ont été détruites. Vous pouvez, voilà, je peux pas spoiler les scénarios dans lesquels vous pouvez vivre ça, mais vous pouvez voir sur la carte, de l'Aventurie que certaines villes sont en ruine, et que ça a eu lieu à, par exemple, Wertheim, est une ville forteresse de c'est la ville forteresse de l'Empire du Milieu qui, à un certain moment, a été, donc rayée de la carte par une arme de destruction massive, dans ce qu'on appelle l'année de feu, hein. Donc comme tu viens de dire, donc on a dû se poser la question: «Que faire avec le monde, après donc la chute du grand méchant?» Bon, ben, voilà, donc la lutte avec le grand méchant a complètement épuisé donc et exsanguiné donc les royaumes et les empires et donc a laissé aussi toute une série de successeurs qui vont prendre l'héritage du grand méchant, mais à plus petite échelle et donc vont créer toute une zone de pays sombres où donc le mal, où les méchants ont le pouvoir et donc il aura fallu 20 ans de jeu dans lesquels progressivement donc il y a la lutte. Mais c'est avec des hauts et des bas et donc, on a eu l'année de feu qui est donc un peu la chute de toutes les structures classiques qu'on connaissait dans le jeu pour les réinventer et donc à ce moment-là, on perd des villes où on peut voir sur la carte, donc les traces de Et des ben, je peux même afficher la carte hein, si ça vous dit. Hein. Je suis allé tout simplement sur aventurie.com. J'ai utilisé l'excellent Oui. outil de Kailotte, que je me souviens à l'époque où il avait développé ça, c'était Ah, rigolo. il y a eu aussi les terres sombres qui ont été créées aussi là, où c'est carrément, ils sont, enfin, parce qu'au départ c'était un peu gentillet l'aventuré, puis ils se sont dit tiens on va créer des régions totalement dominées par les méchants et on va partir de ça où il y a eu ça a été loin dans le délire avec l'exploitation de morts vivants, tout ça. Oui, il y a des exact. morts-vivants et des démons qui se baladent en liberté dans ces régions-là. Enfin, qui se Oh, je suis baladaient parce caché qu'elles ont derrière le été chat. reconquises. Attendez, C'est ça. j'ai C'est le la chat vieille j'ai le chat sur la tranche. Je Les vais le- embauches. Alors, par exemple, quand on voit donc dans la carte que tu viens de montrer, ben, je vais regarder plus en détail si je la trouve, mais je sais pas, je pense que là, il y a encore, par exemple, la ville d'Isilia, qui est donc possible. une ville Ouais, sans doute. qui, Après ça voilà, doit qui s'appeler Légèrement Isil avoue ou sur quelque chose. l'est, Pas Elle serait où au cette ville? centre, sur la droite. pas Entre, il y a 3 dans la montagnes Taubrie, qui donc l'entourent. dans le nord, assez Par oui, ici, là, dans cette zone-là, en fait? Donc là, j'ai cliqué pour zoomer. Hein. Oh C'est là ça, là. Ouais, je suis il a pas sûr cliqué. que. C'est dans cette zone-là, du ouais, coup? c'est dans la Taubrie, donc en fait, certainement dans les vieilles cartes, donc ça la On ville voit pas s'appelle ton curseur Isilia. sur la carte. Ah, d'accord, oui. Et donc, durant l'invasion du grand méchant, cette ville va se faire conquérir, elle va se trouver, et donc, gouvernée par un maître de C'est en démons Taubrie, qui ça.
qui donc Pas va renommer Isilia en Yolgurmark, un bon nom démonide. Et donc encore à ce jour-ci, cette ville reste une ville corrompue, donc où pendant un certain temps, donc le fameux Leonardo de Ravenna, c'est peut-être certains le connaissent du V1, a installé donc sa forge démoniaque. Il a creusé un grand trou dans le centre de la ville et donc il a mis des étages pour accéder, invoquer des démons des enfers au sens classique. Il y a tout type de démons aventuriers, mais les démons vraiment classiques d'un enfer chaud, métallique, avec du feu, pour y construire ces machines infernales pendant un nombre d'années. Avant que lui aussi se fait, enfin voilà, il lui arrive des choses. Et voilà, donc l'histoire continue. Voilà, j'essaie d'éviter de spoiler donc trop de détails de ce qui se passe. Un autre exemple, c'est que, par exemple, nous avons donc en français, nous disposons donc des astres sur Arriveur et donc entre-temps, nous avons sorti, dans les, voix du héros, Gazette. on dans les et dans la Gazette, on a que l'aventure, donc Croisier le fer, donc qui joue donc quelques années après, Les astres sur Arriveur. Et donc, on a annoncé pour l'année qui vient, donc, encore une fois, un autre Voix des héros qui va clôturer donc l'arc qui a lancé avec Croisier le fer. Et puis, il y a certains événements qui ont lieu dans des astres sur Arrivor que vous pouvez lire, où vous voyez les premières traces ou les premières manifestations d'une entité. C'est dans le décor, évidemment. C'est pas l'essentiel de l'aventure que vous lirez en français, mais donc où vous voyez qu'il y a un culte qui se manifeste d'une certaine entité qui se réveille après très longtemps. Et donc, on a eu finalement entre-temps une publication dans laquelle ce culte fait son premier grand coup et essayer de détruire un sanctuaire de Rondra dans une aventure nouvelle. Et donc, ainsi, donc, on prend des choses qui ont lieu et on peut les faire évoluer dans le temps. Et Voilà. je viens de voir qu'en fait, Sam avait mis un lien qui envoie vers la carte actualisée, où on voit effectivement la zone des terres noires. Ça a changé, ça a Elle est rechangé depuis. actualisée Ça a pour rechangé depuis. entre Ouais, 1020 et 1030. ça a Mais changé. en théorie, on est censé jouer en 1038 et en 1038, c'est reconquis en fait. D'accord, ok. Sauf la Bonne partie partie. entourant Isilia et Yolgurmak. Ça a changé. Est-ce qu'on peut juste finir les présentations? Parce que, On n'a pas oui, fini les présentations. non, on a On a toujours pas pas fini. fini les présentations, mais c'est super intéressant, hein. Mais on On va va on va finir revenir, avec ouais. Sam du coup. Sam, si juste bah, alors nous, Sam sur Once Upon a Roll, voilà, c'est un joueur habituel à la table de Once Upon a Roll, donc on est super content qu'il nous présente aujourd'hui, bah, son rôle dans les ateliers d'Alric. Donc vas-y Sam, explique-nous un petit peu comment tu en es venu, à l'Œil Noir et ce que c'est que ton parcours, quoi. Ça a Ouais, changé. bah, Moi, en fait, j'ai commencé beaucoup plus tard que tout le monde. Je pense que j'avais 13 14 ans et donc ça devait être 93 94. Donc c'était en fait sur la fin Ça a de changé. l'œil noir en France. Et donc j'ai découvert au collège, pareil, un gars me prête la boîte. Il me dit, parce que je faisais beaucoup de livres d'Otero, énormément de livres d'Otero. Et puis à un moment donné, je lui parle, je crois que je lui parle de L'archipel des Cyclopes, qui est un solo de l'œil noir. Et du coup, il me dit, ah bah oui, oui, moi j'ai la boîte et tout. Et là, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. J'ai tout de suite adhéré à son monde qui était fou déjà à l'époque et qui l'est encore plus. Et, je sais pas, enfin. En fait, comme je suis un collectionneur un peu, je me suis mis à tout amasser de tout ce que je trouvais. Donc, j'ai eu assez rapidement toute la collecte que j'allais chercher. C'était dur hein, de trouver tous les bouquins et je me souviens encore. Je me souviens encore de la nana là. Je vais à. Je donnerai pas de nom, hein, mais c'est Sortilège de l'époque, mais ça a changé hein, depuis. Ils sont devenus Oui, oui, cool oui, avec mais ça. ouais, c'était plus les mêmes Et propriétaires. je me souviens de la nana qui me dit, j'avais quoi? J'avais 13 ans, sans déconner. Et l'autre, elle me dit ça. Elle me dit, non, mais l'œil noir, c'est bon, c'est dépassé. Mais je pense que c'était ça, c'était réellement ça. Mais sauf que, putain, je viens de trop découvrir le jeu de rôle. Vas-y, me casse pas mon truc, quoi. En Et 93, la publication française était arrêtée hein, pour ouais, c'est ça, ouais. Et puis elle me dit, ouais, faut arrêter avec ça. Enfin, j'en ai plus. Faut passer à autre chose. Je sais pas, elle a pas dû dire, c'est pour les gamins, mais c'est genre pour.
c'est trop simpliste, quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même cette idée de, OK, on a grandi, ça y est, ça fait 10 ans de jeu de rôle. Donc maintenant, on essaye d'être plus adulte, quoi. Que moi, je l'étais pas, quoi. Donc j'ai fait ça tout seul dans mon coin pendant. C'était surtout mes frangins qui jouaient, etc. Jusqu'à la. Je sais pas comment on peut appeler ça, l'âge de bronze, avec l'arrivée d'Internet et évidemment d'Aventurier.com et du groupe Yahoo. On remerciera jamais assez Bruno pour ça. Et qui voilà, je me suis relancé dedans, j'ai créé une saga, on a joué sur les groupes, moi, le MJ, et j'en ai encore sorti quelques-uns, là, quelques Je me scénarios. souviens d'une saga en 7 scénarios. Ouais, c'est ça, ouais, bah ouais, Ouais, t'as fait, putain. effectivement, t'en as joué une partie, ouais, et, ouais. et donc j'ai jamais arrêté, en fait, j'ai jamais arrêté. D'abord, j'ai poncé tout ce qui était VF première édition, après je me suis lancé un peu dans des trades de V4, et puis après j'ai repris. Dans les notes, il a aventurier.com après quelques années. Ça vient de moi. Est-ce qu'on a un nouveau bug de Discord? Moi, je suis là. Ouais, moi Ouais, j'entends. bizarre. Il y a un petit blanc, hein. Ça vient peut-être de Oui, il y a Discord. eu un petit blanc. Il y a eu un petit blanc. Dans les notes. Ouais. Dans les Bon, notes. voilà. Mais bon, voilà, je suis arrivé à la V5 et donc, voilà, j'ai fait partie de la première. Je fais partie des gars, je sais plus qui est-ce qui a évoqué ça, c'est Arnaud, je crois. Des gars qui ont été en Allemagne, là, qui se sont tapés 10 heures de Mmh. route, je sais pas quoi, là, pour aller négocier le contrat. Parce qu'au départ, je représentais l'assaut, donc Scriptarium. Non, c'est BBE qui a eu les contrats, mais en fait, ils ont été super cool parce qu'ils nous ont dit, OK, on a les droits, on gère toute la partie impression, tout ça, et vous gérez la partie la meilleure, en fait, qui était la traduction. Donc voilà, on s'est bien fait plaisir et puis voilà, on tente une nouvelle aventure maintenant avec une nouvelle asso avec dans le cadre de BBE Community. C'est quand même, en tant que joueur passionné, ça doit être un pouvoir incroyable d'être ceux qui vont adapter le jeu de rôle dans sa langue, quoi. Ça veut dire faire le choix des noms, faire le choix de. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on a un rôle qui est Ça n'a super pas été important. simple, hein. Ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que dans l'équipe, on était assez nombreux et on avait différents aspects du truc. J'ai un petit blanc. BF1, ceux qui Ouais, en voulaient. Ah, Ouais, ça un recoupe petit encore? blanc, Et ça Ah, reparti, il y a des petits c'est blancs. Discord encore? Ouais. Là, je pense, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vais Et donc, regarder ouais, le- enfin voilà, ça a été beaucoup de débats passionnés là-dessus. Mais plus que ça, enfin, je suis pas, c'est pas là où je suis content de moi. C'est surtout que j'ai participé à ça, quoi. J'ai mon nom dans les bouquins. il y a ton nom dans les livres. Oui. Ouais, ouais, ça c'est extraordinaire. En tant que traducteur ou autre, là, je sais plus trop ce qu'il y a, mais ouais, j'ai mon nom dedans et ça, c'est très très cool. Je suis très Alors, content. moi, justement, je pense que j'ai une question, mais ça sera pour les prochaines parties. En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est là, vous êtes uniquement dans. Donc, pour l'œil noir en France, là, actuellement, les productions qui vont sortir d'un point de vue éditorial sont sous votre responsabilité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, actuellement, on arrive à la fin de la deuxième ère. Donc la première ère, c'était donc Scriptarium qui bossait pour BBE. La deuxième, c'est BBE qui s'est dit, allez, on reprend le tout et on fait. Donc ils ont sorti Magie aventurienne et puis un module régional là, qui vient de se terminer, enfin c'était en septembre. On Mhm. attend encore l'impression. Donc ça, c'est a priori, sauf retourner en situation énorme, ce sera leur dernier projet pour l'instant qui leur demandera d'utiliser leur force, on va dire. Et nous, en fait, on était un peu en, en complément jusqu'à présent. Mais effectivement, on espère qu'il y aura une nouvelle ère où on va reprendre le bébé, quoi. Et puis, on espère aller le plus loin possible, faire le plus de trucs possible. On a déjà des dizaines d'idées. C'est pas ce qui manque, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas que. Enfin, c'est pas BBE. C'est pas BBE qui coince surtout, c'est un peu tout, en fait. C'est un peu la mécanique actuelle
où bah, tous les coûts augmentent. Et puis aussi, du côté de l'éditeur allemand, donc c'est Ulysses, qui en fait a voulu faire son propre, sa propre version. Vous savez, là, ils veulent OGL. faire un jeu, voilà, un OGL, ce sera l'Orc, ça s'appelle Orc, mais voilà, pour contrer un Ah petit oui, peu. Ça s'appelle déjà. Ça s'appelle Orc, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux expliquer ça, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs? J'ai 4 Alors, c'est spécialistes une, aujourd'hui, alors. c'est une licence Orc. Donc, à l'origine, elle vient pas de Ulysses Spileux, mais eux, ils font la version allemande. Ça vient de Paizo, qui édite Pathfinder. C'est sorti suite au petit scandale qui a eu lieu avec l'OGL sur Donjons et Dragons. Ouais, Et du coup, Paizo arrête d'utiliser l'OGL et passe toutes ses publications en licence Orc, qui est une licence qui sera perpétuelle et pas, comment dire, qui ne pourra pas être mise en cause. C'est pour ça que ça. d'accord. Ok. Donc Donc, Ulysses a adapté les lois pour l'Allemagne, parce que faut ouais, savoir que les droits d'auteur en Allemagne, en France ou aux États-Unis, ça ne se gère pas du tout de la même façon. j'imagine. Et du coup, donc, ils ont fait leur version pour l'Allemagne, et tous leurs jeux vont être publiés en licence Orc normalement, enfin les jeux dont ils sont l'auteur, donc Das Schwarze Auge, l'œil noir, mais il y a aussi Die Schwarze Katze, le chat noir, Mhm. qui permet de jouer des mignons petits animaux dans l'aventurerie. C'est fun. Ouais, ça va Je nous sais en pas si on parler. aura un Ouais. jour une version française, mais Ce c'est serait- rigolo. A priori, ça plaît bien aux petits Allemands. Ça a l'air génial. Ils ont aussi Exen 1773, je crois que c'est ça le titre exact. 1733. 1733, qui permet de jouer des chasseurs de sorcières. Mhm. Et ils ont Torg. Torg, bien sûr. Ah oui, Puisque c'est eux qui éditent d'accord. Torg. Excellent Par boulot, contre, ils d'ailleurs, l'éditent pas en première version en allemand. La langue d'origine, c'est l'anglais pour moi. Et donc, Est-ce le que... fait qu'il y ait une licence Orc fait que, entre autres, les règles sont disponibles gratuitement sur le net. D'accord. Donc, ça veut dire, si moi, demain, je veux créer mon propre jeu de rôle, je peux utiliser ces règles-là comme ça, À ça condition de fonctionne. citer la licence, Voilà. j'imagine que oui. Alors, j'ai Oui. pas tous les détails, mais je sais que typiquement, les règles de l'œil noir, elles sont disponibles. Ça permet de les réutiliser dans des scénarios que tu publierais, par exemple. Mhm. Ok. C'est un peu à la manière des. Moi, je connais un peu plus le monde du logiciel libre, où Mhm. voilà, un jour, je veux récupérer les sources d'un logiciel libre et je fais ma version à moi en rajoutant des trucs, en modifiant des machins. Et je dis juste, bon, c'est ma version modifiée de logiciel bidule, quoi. Faut juste le préciser, mais ça marche un peu de la même manière, j'imagine. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de jeu qui serait tiré de l'œil noir, qui serait une variante de l'œil noir, mais j'imagine que c'est faisable. Ouais. Mais typiquement, on a pour Donjons et Dragons 5e édition, il y a pas mal de variantes. Il y a une variante qui permet de jouer dans les terres du milieu, il y a des variantes dans des mondes steampunk, des choses comme ça. Il y a le Cthulhu Mythos, qui a été fait par les Allemands, pour le Leguera. Oui. C'est une adaptation d'un bouquin anglais à l'origine, là. C'est une adaptation du mythe de Cthulhu à D&D 5, et ils l'ont sorti. Mais c'est une version spéciale qu'ils ont, puisqu'ils l'ont adapté à l'aventurie, donc aux règles de l'œil noir. C'est ça. Et ce qui est absolument génial, donc côté allemand et anglais, c'est que en fait, sous réserve de validation malgré tout, en fait, il y a un site qui est dédié. C'est bon, c'est Ah, revenu. Et donc, permet aux fans de déposer leurs textes, leur scénar et tout. Mais comme nous, on est un peu, comment, je peux pas le dire vulgairement, mais vous savez le truc avec les deux chaises là, les fesses assis sur Ah, avec si, le deux éditeurs, et donc avec un éditeur français qui possède les droits et puis une maison mère qui possède les droits allemands et anglais, et ben en fait, c'est pas simple de se mettre d'accord. C'est juste, voilà, ils ont envie d'aller tous les deux dans le même sens, mais c'est pas simple en fait de se voir, donc on attend, on est, enfin moi je reste optimiste, mais ça prend du temps. Il faut savoir que tout ce truc de l'orc est donc aussi une licence en parallèle pour le contenu des choses, donc ce qu'on appellera le elf, hein, donc le système du jeu, et puis de notre côté, donc la propriété intellectuelle. C'est très récent, c'est en pleine ébullition, tout ça s'organise, ça a été lancé cet été par Ulysses de manière générale, donc on entend encore
les détails, il y a plein de choses qui sont encore à régler, à clarifier. Déjà pour l'Allemagne, il laisse tomber pour la France ou les autres langages. Voilà, donc on attend que les autres se clarifient. Alors, je me permets de poster là dans le chat. Il y a une page hein, sur le site de Ulysse Spiele. Je ne sais pas si je le prononce très bien. A priori, effectivement, il propose l'intégralité des règles. Alors, il y en a en allemand et il y a une partie, il y a d'autres choses en anglais. The Dark Age, qui est la traduction en anglais, voilà. de l'œil noir, et Torg en anglais. Et donc, Et en fait, peut-être un jour, il y aurait Exen aussi en anglais. Fading Suns aussi, je pense, la propriété de l'ICS maintenant. alors ils mettent, ouais, il y a Targ Eternity. Pour l'instant, il y a que les règles de l'œil noir, Exen, et puis le chat noir. Et puis il parle de Targ aussi en anglais, du coup, c'est le seul qui est en anglais. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est pas parce que les textes sont disponibles, les règles, donc ça c'est pour les mécanismes de jeu, pour la propriété intellectuelle du monde Oui, c'est encore différent. d'un Ouais, temps t'as de raison. l'heure. C'est pas nécessairement automatiquement clair et clarifié ce que ça donne quand tu vas discuter entre donc Ulysse Spiele et BBE, qui a donc formellement les droits pour les produits en français. Donc voilà, ça on attend la clarification juridique à ce titre-là. Voilà. D'accord. Attends, comment ils décrivent ça? Les règles seront publiées à l'image du DRS de Donjons et Dragons sous la forme d'une page web. Oh ouais, en fait, c'est pas forcément. C'est comme les règles de Chronique oubliée en français ou Donjons et Dragons où tu as accès au système de jeu, mais pas au lore. Tu ne peux pas mentionner, tu peux créer un jeu de rôle et une campagne dans l'univers de Chronique, enfin, avec les règles de Chronique oubliée ou de Donjons et Dragons, mais tu ne peux pas utiliser des points du lore. Alors c'est Et justement l'intérêt de la commercialiser. licence Elf, parce qu'elle te permettra d'utiliser le lore de l'aventurie. D'accord, ok. Yes. Ça sera ouf. C'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Ok. Ça a un vrai intérêt parce que le système de règles de l'œil noir, il est quand même très imbriqué dans l'univers. Ouais. Tout à fait. On est très loin d'un système générique. Hein. Ça fait partie du charme du jeu d'ailleurs. Utiliser l'œil noir pour d'autres univers, il faut que ces univers aient des caractéristiques communes avec la réalistique fantasy dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des points communs quand même pour que le système donne tout ce qu'il peut donner. Quoi. D'accord. Tout à fait, tout à fait. C'est bouffé. Il y a un doublage entre les deux, l'un vient avec l'autre. Les mécaniques du jeu permettent de refléter donc le monde et la façon de concipier le monde dans l'anthropologie des personnages et inversement. Un autre exemple, j'ai ici une de mes publications préférées, c'est juste de manière anecdotique, hein. C'est une extension qui est apparue il y a une quinzaine d'années et donc qui joue dans l'aventurie d'Ilia des Dunklen Zeiten. Donc c'est le Moyen Âge obscur de l'aventurie. Donc c'est toute une boîte, un setting, mais alors c'est pas juste un setting à côté des autres. C'est la force de l'aventurie et donc l'œil noir, c'est que on crée donc un setting qui joue un peu c'est un prequel si vous voulez, qui joue il y a 1000 ans. Et donc, on pouvait voir, vivre les grands événements qui vont donner forme plus tard à l'aventurie qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment d'une richesse et d'une profondeur. C'est pas juste deux mondes séparés, c'est pas juste on joue l'œil noir au temps des Romains, mais le fait que les deux viennent ensemble et que le système s'y prête, ce qui rend très très intéressant certaines publications de l'œil noir. J'ai juste envie de montrer ça, hein, je veux dire. Alors ça n'a pas été publié en français en plus, ça c'est uniquement en allemand. Non, c'est pour ça que je le montre. Hein, La couverture est magnifique. La couverture est magnifique. Tout à l'heure, on Bon, a parlé d'une campagne qui s'appelle la campagne de Borbarad. Alors, ça a été traduit. Le petit terme allemand, c'est Sieben Gutsneichnet. Donc, traduit en français en septigmates, parce qu'il y a 7 et stigmates. Et donc, c'est une campagne énorme. Hein, elle doit faire dans les 1000 pages dans sa version intégrale, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, elle n'existe pas en français. Et alors, pour la traduire, bon courage. Et puis, en plus, il n'y a pas d'équivalent avec les règles de la V5. Elle est sortie initialement en règle V3 et elle a été adaptée à la V4, mais c'est tout.
Ouais. Ouais, c'est ça qui est, on l'a pas dit, on l'a pas précisé, mais rien que la V5, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est des milliers de pages. Enfin, je veux dire, c'est sans Alors, commune mesure avec ce qui a pu être publié dans d'autres jeux de rôle, en tout cas, ce qu'on peut avoir en accès en français depuis récemment. En fait, évidemment, je dis pas sur le. la gamme Que, allemande, ouais, pour il y avait, la V5, histoire d'essayer de donner des détails, c'est genre 20 bouquins de règles, une dizaine de livres donnant des détails historiques et géographiques sur des régions précises. C'est 50 scénarios de plus de 60 pages, dont certains montent jusqu'à 120 pages, dont des grosses campagnes. Et c'est plus de 50 scénarios de 16 pages aussi. Genre, je crois qu'ils sont au Eldenberg 55 là. Oui. C'est des trucs qui paraissent tous les 3 mois. Donc il y en a 4 par an. Ça sort en même temps que la Gazette. Et c'est un petit scénario de 16 pages qui sont en général sont très originales thématiquement. Même plus que les gros scénarios, j'aurais tendance à dire. Euh, Je pense qu'il y en a c'est ça qu'on 6 par traduit an. d'ailleurs. Il y en a 6 par an, enfin, 6 maintenant? Je pense qu'il y en a 6 par an. Ouais. Ouais, j'étais resté un par trimestre, mais du coup, si ouais, c'est c'est un vrai. par Il y a deux mois, 6, ça donc fait ça Oui. mais Comme voilà. ça. Et les aides de jeu, il y en a ouais, une cinquantaine. Le livre de règles, mais vraiment pur, c'est il y a quoi? Il y a une dizaine au maxi. Mmh. Régional, ouais, on est sur 7. Maintenant, c'est clair que par rapport à la V4, il y a donc une politique de publication, comment dire? On ne pouvait pas continuer dans la V4. Ils mettaient de plus en plus de textes et de matières c'était à l'époque du blanc-noir aussi, hein, des petits caractères, de mettre de plus en plus de matériel parce que, on était dans la V1, puis la V2, puis la V3, puis la V4 et donc il fallait à chaque fois, reprendre tout ce qui avait été publié. Alors par exemple, on décrit une région dans la V4, il fallait, repiocher dans tout ce qui a été fait auparavant et ça devenait évidemment, allez, pas très pratique et deuxièmement, il y a un problème, aussi pour des nouveaux joueurs, comment assimiler tout ça? Et donc pour la V5, on fait très attention pour que par exemple, si on publie donc, comme on vient de dire, donc un livre régional, c'est quelque chose qui est d'utilité pour un nouveau joueur aussi. Donc on a par exemple les royaumes ennemis qui vont sortir, en français. C'est vraiment fait. Il ne faut pas avoir fait 30 années d'histoire de l'Œil Noir pour pouvoir jouer avec. Justement, l'objectif dans la V5, c'est de donner quelque chose de pratique, de quelque chose d'utile, quelque chose qui aide à jouer. Et puis les spécialistes pourront alors, peut-être, piocher dans le passé. L'essentiel est là. On va pas essayer de reprendre tout le détail. Au contraire, on a fait par contre un choix, pour la V5, c'est un choix éditorial, au lieu de rendre plus agréable, la lecture, de travailler en couleur, en couverture, dure, de mettre plein de dessins, plein d'outils, plein de matériel, plutôt que de continuer à enfoncer le plus de matériel, Alors, possible. Ce qui fait que évidemment que, le matériel se fait évidemment diluer un tout petit peu, évidemment, voilà. C'est parce qu'on veut tout retour si on veut retravailler tout ce qui a déjà été fait, mais alors de manière plus allégée, plus coloriée, évidemment le nombre de publications se démultiplie. Ça c'est clair. Voilà. Écoutez, ça fait énormément de contenu, tout ce que vous nous proposez. Là, c'est vrai que c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui connaît pas l'Œil Noir ou qui le connaît de par les livres dont vous êtes le héros, comme je vous ai expliqué avant. Moi, je connais vraiment pas grand-chose. Enfin, à la base, et c'est très, très intéressant, mais moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que vous, dans votre travail, vous êtes uniquement pardon, dans de la transcription, dans de la traduction, ou est-ce que vous êtes aussi dans de la création? Dans ce que vous proposez à BBE, etc. Alors actuellement, on est dans la pure traduction. Dans la pure Ouais. traduction, on a donc non, jusqu'à. je suis pas d'accord. Non, ça- On a déjà publié des trucs qui étaient pas. Pour BBE, hein. La question c'était pour BBE. Ah, pour BBE, oui. Ouais. Ah, mais Et après, donc, la traduction, est-ce que la traduction n'est pas un travail créatif? Si. disons que oui, au départ, en tout cas, on a assez rapidement. De toute façon, l'idée c'était surtout de travailler pour BBE. Donc D'accord. on a signé, donc on a fait
Alors là, c'est à ce moment-là où il faut pas que je dise de bêtises. On a signé 4 Eldenwerk et 4 gazettes. On essaye de re-signer pour une nouvelle série pour les Eldenwerk et Gazette. On a signé pour un énorme projet qui est l'Herbarium, qui a été annoncé par Marc pendant le live de lancement de septembre. On va en parler C'est pas moi, de vos c'est un projets. autre Marc. D'accord, Ouais. mais on va parler de vos projets moi. juste après. Ouais. Et, Dis Marc, mais- ah bah du coup voilà, enfin du coup il y a un deuxième, donc c'est le Compagnon Aventurien qui a été annoncé aussi, et il y en a un troisième projet que on dira rien parce qu'on laisse bébé le droit de le dire. Par contre, depuis effectivement, parce que 4 Eldenberg c'est 7 pages, la Gazette c'est 4, on a envie de faire plus, donc effectivement, moi j'ai déjà écrit 4 scénarios, on va dire, 4 ou 5. Il y en a que pour l'instant un que j'ai proposé. Qui a été On a publié, Sam, un de tes scénarios. Sur qui a Cassius, été ouais. publié, ouais. Oui, Ah oui, sur alors sur Casus, Ah oui, c'est- j'ai participé. J'ai pas écrit, j'ai participé. Ah oui. Je- Et parce que je me souviens que c'est pas dans, il n'y a pas une boîte qui était sortie il y a quelques années, là, il y a peut-être 3-4 ans, Ouais. dans laquelle il y avait un de tes scénars ou un truc comme ça, non? Ou je Non, confonds, non, justement. non, non, ça aurait été potentiellement possible, mais non, ça s'est pas fait. Je pense que Et, je confonds avec ce que tu as publié sur. Ouais, sans doute, ouais. Et par contre, on a aussi été pioché donc, dans les scénars liés à l'origine en allemand, Attends, en allemand. Tu sais, Divim, c'est toi. Il y avait espagnol ou italien? J'en ai traduit un à partir de l'espagnol et là on bosse sur la traduction d'un scénar italien Voilà. qui existe Et, en anglais aussi. Mais Et on a même verra ça traduit génial, un la de, version nos- italienne. un de mes scénars en anglais pour le proposer aussi en anglais. Trop Ça bien. serait trop beau de le proposer en allemand. Ça, pour ce voir serait génial. Voilà, Faire la le traduction retour. à l'inverse, ce serait incroyable. Ouais, ça serait énorme. Mais bon, on n'a pas assez. Enfin, moi, c'est impossible que je le fasse. C'est sûr. Ouais, je suis pas assez doué pour ça. Et voilà, un jour, pourquoi pas, hein, ça pourrait être rigolo. Et Et vous, ouais, Arne, Divine et Dany, vous êtes aussi auteur d'écrits de scénarios dans le monde de l'œil noir? On peut commencer par Dany. Alors, pour le moment, pas plus que ça. J'ai fait des adaptations de scénario V1, comme je disais la dernière fois pour moi. Ouais. Mais comme je l'ai déjà dit, mes camarades le savent, hein, moi, je suis extrêmement chaud pour écrire de la création pour le Noir V5 dans l'axe principal d'améliorer, d'aider à l'accessibilité du jeu, justement, pour un public qui se le prend, ce jeu massif dans la tronche avec tout ce qu'il peut proposer. Et le Noir, c'est un jeu qui a une grande qualité, c'est qu'il est capable d'être très modulable dans la et, Ulysses, ça c'est un truc qui est normal chez tout éditeur massif qui a son public massif déjà acquis et qui donc édite, et il édite pour lui et pour son public. Je pense que nous, aux ateliers d'Alaric, c'est bien quelqu'un qui est capable de faire du matériel, pour dire au côté, on vous prend un peu par la main et on va vous amener tranquillement vers là où il faut aller, par la petite porte pour vous amener là-dedans. Je pense qu'on serait les mieux placés. Et pour ça, il faut le faire. Et ce vert, pour l'instant, on n'a pas. Rassurer des nouveaux joueurs sur la possibilité de jouer de l'œil noir sans que ce soit trop compliqué, quoi. La possibilité, Ouais. C'est ça, hein. elle existe, la possibilité elle existe, hein. Mais il faut un regard un petit peu habitué, il faut rentrer dedans parce que ce n'est pas édité dans ce sens, on va dire, sur ce qui est disponible en français. Il y a des choses que Ulysse a fait pour rendre son jeu plus accessible, d'ailleurs récemment, là, il y a quelques temps. Là, mes petits camarades sont meilleurs que moi là-dessus, là, c'est la dernière boîte d'initiation qu'ils ont produite, par exemple. Donc il y aurait des choses à faire, il y aurait des choix à faire qui seraient intéressants et qui pourraient être faits par les ateliers d'Alaric pour donner un petit coup de main, y compris, on en a parlé plein de fois, sur des publications très intéressantes d'accessibilité comme les Ruins ennemis qui arrivent là, qui est un cadre de jeu parfait pour commencer. On pourrait apporter notre petite pierre et amener des petites choses que le public français apprécierait, que le public allemand, lui, clairement, on ne verrait pas l'intérêt. Je vois que sur les pubs, dans ce qui est indiqué comme publié là sur Wikipédia, il parle donc des règles de base, l'œil noir, le jeu de rôle et l'aventure. Donc ça c'est Regelwerk en allemand. Et il y a un autre truc, c'est initiation au jeu d'aventure. C'est ça dont tu parlais, cette espèce de. C'est la V1, ça, normalement. La boîte. Ils l'ont repris en V5, ils ont appelé une Oui, c'est ça, boîte ouais. comme ça aussi. Là, c'est un truc qui est sorti en 2015 en Allemagne et en 2020 en France. Non, c'est pas ça. Du coup, j'essaie de te le trouver. Ouais, c'est j'ai pas du tout comment elle s'appelle.
Ouais, c'est la Tigerbox, là. Schnellstartregeln. C'est encore Oui, autre c'est chose. ce qu'on appellerait Encore un un truc. Kickstarter ou un Ah, Quick ouais. Start en Oui, c'est ça, en anglais. Oui, effectivement. La ICB, ouais, il y a Et beaucoup, du coup, beaucoup de choses. c'est des règles simplifiées, mais qui te permettaient de tester la V5, Ah, et ça n'a pas été traduit avec, en français, ça. si, en Ouais, fait, c'est c'est ce qui a ça. été mis dans la boîte initiation aux jeux Oui, d'aventure il de y a la une V5, boîte d'initiation Ah, il y a d'accord, ok. quelque temps. Pas si longtemps que ça, d'ailleurs. C'est ça la boîte qui a été Ouais. qui suivie normalement était par. une préco exclusive, du financement de 2016. Je sais pas s'ils l'ont réimprimée au final. Je crois pas. Le lien. Et en allemand, par contre, donc ils ont une vraie boîte d'initiation qui s'appelle la Einsteiger Box pour la V5, donc qui contient une petite campagne Mhm. qui a une plutôt bonne réputation, Hmm. qui contient des plans, des pions, 4 feuilles de perso, 4 Bah, on le scénarios voit. solo pour t'habituer à tes persos. C'est une boîte monstrueuse remplie avec tout ce qu'il faut pour commencer. On prend vraiment le nouveau joueur, le nouveau personnage à la main. À la main. Je l'ai testé, c'est vraiment très bien foutu. Et pour autant, c'est quand même les règles de la V5 avec donc les fameux 3D20 et pas les règles de la V1, beaucoup plus simples. Il y a quand même un truc de fou. Ouais. Faut quand même savoir un truc de fou sur le jeu de rôle actuel, c'est que la boîte d'initiation de la V1 de l'Œil Noir a été l'inspiration principale des principales boîtes d'initiation qui sont sorties ces 10 dernières années. Par exemple, celle de Roll and Play, Ça, par exemple, est une citation Ouais. directe de l'auteur, hein, qui l'admet de manière évidente parce il a vraiment voulu rendre hommage à cette boîte qui a peut-être été une des mieux faites de l'histoire de notre loisir. Et beaucoup de gens ont repris le format de l'initiation de l'œil noir dans les boîtes. C'est une nouvelle mode là, qui est là depuis quelques temps, qui est très bien d'ailleurs, de faire des boîtes d'initiation pour accéder aux jeux de rôle. Et beaucoup de ces boîtes sont venues lorgner sur la boîte d'initiation de l'œil noir des années 80. Donc c'est quand même un comble qu'on n'ait pas la boîte du jeu original qui a inventé la formule, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est fou, hein. On a un peu l'impression que finalement, c'est un jeu de rôle qui pourrait être majeur dans le monde du jeu de rôle mondial, mais qu'on a laissé un peu de côté, qu'on a un peu pompé quand il y avait un Pour les truc sympa Américains, qui sortait. Pour les Américains, l'œil noir, c'est le premier jeu de rôle européen, pas de doute. Ouais. Si vous regardez les chaînes YouTube américaines qui en parlent, ils disent ouais, l'œil noir, c'est le principal jeu de rôle européen. C'est le numéro 1 pour eux. Après, est-ce qu'ils ont raison ou tort, j'en sais rien, mais en tout cas, eux, ils le voient comme ça. Et j'imagine qu'en Allemagne, il est massivement joué par rapport à Oui. d'autres jeux de rôle. Sans commune mesure. Ouais, ça se discute, hein. On n'a pas de chiffre Moi, les chiffres les plus récents que j'ai vus, ils étaient à 50-50 avec des D5. Au même Et ils sont niveau de popularité, Ouais, sachant que mais du coup, D5, c'est le jeu de rôle le plus joué au monde. c'est pas le cas de. Enfin, c'est face à des dessins, quoi. Enfin, comparé aux autres pays, je pense qu'il y a personne Oui, qui est en à 50%, quoi. Ah bah, il y a aucun autre jeu de rôle au monde qui arrive dans quel pays que ce soit à faire aussi bien que des D5. Ouais. Donc, Des fois, d'accord. je dois C'est dire, bien, alors, il y a quelques années, avant que DD5 sorte, je crois les chiffres qu'on avait, c'est que c'était les ventes de l'œil noir en Allemagne, c'était 5 fois Pathfinder plus DD3. Voilà, pour donner une idée, ça, c'est des chiffres qui étaient avérés. Et même aujourd'hui, le truc, c'est pour ça que le jeu est produit énormément, c'est parce que la moindre campagne participative de financement, on est très souvent dans les 1000 souscripteurs en Allemagne. Oui. À faire baver d'envie par manque de gens. Donc ça veut dire 100 000 balles, quoi, dans les 100 000 balles facilement, quoi. Voire C'est des fois fou, 200 000. C'est ça. Les joueurs de jeux de rôle dépensent énormément d'argent dans les campagnes de financement participatif. C'est hallucinant. Ouais. Oui, Les pledges, la totale chez Ulysses, c'est souvent 250 €, quelque chose comme ça. Et des fois, Ouais. tu as même encore plus haut, mais alors là, on te propose des parties avec des membres de la rédaction. Là, c'est beaucoup plus cher. mais ils ont fait un virement de la V4, comme je décrivais, que c'était du hardcore, livre, blanc-noir, le maximum de texte et de matériel dans un petit volume. Donc, ils ont senti qu'il y a un public pour des gens qui veulent des goodies, des objets, des couleurs, des trucs rigolos, enfin, je dirais. Et ça marche, ça a marché. Ils sont passés à plein de couleurs, des cartes en couleurs, des cartes de jeu, des outils de jeu. Et ça se vend, et c'est une réussite. Il y a toujours des gens qui disent, mais non, voilà, on n'est plus dans la valeur, des bonnes vieilles valeurs ou du purement du textuel pour faire des histoires. Mais voilà, donc il y a des puristes et il y en a d'autres. Et puis voilà, je sais pas, mais on a fait un financement participatif pour publier donc le volume régional pour Havena. Bon, ben voilà, ils ont inclus. Je vais encore sortir un truc.
Ils ont sorti carrément des peluches pour. Ça fait un Excellent. scandale. Il y a des puristes qui vont dire, mais non, c'est pas du jeu de rôle. Quand on sort des peluches de Lata, la tortue dragon. Enfin, Ouais, mais c'est Lata, la tortue dragon. ben voilà. Et donc On voilà. Donc connaît. vous voyez, il y a des idiots qui l'achètent quand Ouais, même. non, mais Enfin, voilà, il y en a qui l'achètent. et donc Moi, voilà. Et donc, Eh ben, toi, il y en a- t'achètes tout, Warren. Ouais. oui, C'est de la folie, hein. C'est un produit d'arrivée, c'est de la pure folie, hein. Ouais. ouais. Et là où il y a la taille, évidemment, il y a aussi l'adversaire de l'attaque, qui est donc Yonano, l'octopode démoniaque, un Elle est corps comique humain. aussi en peluche, normalement. Si. L'œil avec des ailes de chauve-souris. Le Oh, Yotongi, c'est un démon qui est en principe invisible, qui donc sert à espionner des ennemis du magicien. Il est invisible, c'est littéralement un œil volant. Il déteste les miroirs. Voilà, c'est un des petits démons typiques de l'œil un noir. peu. Et puis voilà, mais vous voyez ce qui se passe, hein. Il y a des puristes qui disent c'est ridicule, et puis vous voyez plein de joueurs qui commencent à frimer avec tous leurs trucs. Voilà, et Ah, Même ça avec marche. mon c'est dévin, pour c'est un l'argent. truc pour les confirme. décollecteurs. Ouais. Ils sont en Voilà. train de sortir, là, les gars, pour vous dire, ils sont en train de sortir des trucs comme ça. Je vous ai montré en début de. C'est des espèces. C'est un peu comme. Il faut imaginer des espèces de Bibles pour chacun des dieux, quoi. Donc, c'est des vadémécum, ils appellent ça. Donc, avec tout un tas de textes, mais in-game, hein, il y a zéro règle dedans. Et en fait, maintenant, là, ils cumulent ça avec donc cette boîte-là, là. Et juste dedans, tu as 3D et un petit fascicule et des jetons, mais qui sont à l'effigie des dieux. Comme ça marche, parce qu'il y en a 12 dieux à peu près. Et comme ça marche, bah, ils sont en train de sortir les 2000 dieux. Et puis maintenant, il y a même des archidémons, alors que, bon, a priori, personne va jouer ça. Mais voilà, ils sortent tout ça. Et puis, bah, mais on achète parce qu'on est des abrutis, quoi. Du destin. C'est pour stocker tes points de destin. Ah ouais, non, Un mais truc marrant sur les vadémécum, on parlait du lore extrêmement détaillé. Avec les vadémécum, tu sais quelle prière ton prêtre va prononcer le matin en se réveillant ou le soir avant d'aller se coucher. J'ai 2 jours prêts. Ou en cas de la mort de quelqu'un. Ils s'en foutent de ces trucs-là. Je leur ai fait passer, ils sont dingues de ça. les objets sont hyper beaux. C'est un peu en simili-cuir, là, et tout, là. Enfin, je veux dire. Je voudrais quand même rajouter ici, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo qui sont pas. Enfin, nous, évidemment, on est fanatiques, évidemment, hein. Je veux dire, on adore, donc on prend. Je pense qu'il est quand même important de se rendre compte que il je ne voulais faut juste- pas. Je voulais hein. juste préciser, là, vous n'avez pas mis l'habit de culte, mais normalement, vous avez une grande toge avec une capuche. Enfin, il y a tout puis un rituel, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, Moi, je il faut faire prie brûler dans les les droits de trucs. tous les soirs, Ouais. pourquoi Non, mais voilà, ça faut le préciser, c'est important que les gens sachent à quoi ils s'engagent, quoi. Bon. Si vous allez aux rencontres ou les événements ou les bourses en Allemagne, vous pouvez rencontrer donc comment elle s'appelle Ouais. Enfin, c'est une fan, c'est une fan qui fait le jeu de rôle, mais qui son deuxième passe-temps, c'est la couturerie. Et donc, vous pouvez vous y commander votre habit de prêtre ou de personnage. Elle s'appelle Metal Monte, c'est ça, voilà, bah, voilà, peu importe. Et donc, elle fabrique, elle a son site, vous pouvez commander les drapeaux, les décorations pour le live, quoi, parce que ça aussi, ça existe en Allemagne, c'est du live dans l'aventurie. Oui, il y a une Mais communauté je de tiens grandeur quand même à nature dire- extrêmement importante en Allemagne qui Ouais. joue en aventurerie. Ouais. Et donc, je tiens cependant à bizarre. souligner pour les gens qui regardent ça, qui sont peut-être un peu moins dedans, qu'il ne faut pas tout ça pour jouer à l'œil noir, hein. Vous jouez dans votre aventurie. Il ne faut pas 25 livres de règles qui décrivent tout ça. Vous faites comme vous le sentez. Maintenant, si vous y prenez plaisir, vous pouvez regarder, vous inspirer des choses qui existent. Mais au fond, j'ai une bonne partie des livres de règles chez moi. Je pense que c'est important de se dire, tout ça, c'est optionnel, hein. Si ça fait, ça fait quoi, 20 ans que je joue, j'y trouve mon plaisir, mais j'utilise uniquement pour un scénario, pour une séance, j'utilise uniquement ce qui me semble pertinent, qui semble utile. Donc la V5 est extrêmement modulaire. Vous avez les règles de base qui suffisent à le jeu de base. Par exemple, on a sorti avec l'écran en français
un jeu une extension pour les tavernes qui permet de jouer des combats de taverne et donc des combats non mortels. Mais c'est tout à fait compatible avec le jeu, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Donc il n'y a pas l'obligation de complétisme. Ça, c'est une différence entre la V4 et la V5. Pour bien jouer à la V4, il fallait tout faire. Il fallait prendre une fois qu'on se lançait dans les extensions, il fallait enchaîner avec tous. Ici, la V5, non, vous avez une charpente globale et vous pouvez rajouter ce qui vous plaît. Je pense que c'est très important Modulaire. que Et il y a, on peut aller très loin, on peut avoir toute la décoration qu'on veut, mais il ne faut pas le faire. Il faut pas faire. Il y a pas de, c'est pas un club ou un secte dans lequel il y a des niveaux à atteindre. Non, vous faites votre jeu comme vous le sentez. il y a un truc très important à préciser sur la modularité, c'est que c'est pas une modularité figée. Le gros avantage de l'œil noir, là, sa grande force, alors, c'est vrai pour les règles surtout, mais même si on parle du lore, hein, c'est que c'est quelque chose où vous pouvez changer le niveau de complexité que vous allez utiliser d'une scène, d'un scénario à l'autre. Si vous avez des règles pour faire des recherches en bibliothèque, qui sont des règles beaucoup plus ultra précises si vous voulez vous en servir. Si vous avez des joueurs qui se passionnent pour le truc, qui ont une scène dans une bibliothèque, vous allez déclencher ces règles avancées sur cette scène-là et revenir en règle de base juste derrière. Comme le système est parfaitement cohérent, ça tourne tout seul. Donc, moi, j'ai des joueurs souvent qui, on utilise des règles spécifiques uniquement quand il y a un plaisir du joueur à avoir cette règle spécifique par rapport à des capacités de son personnage. Et à la scène suivante, on repart en basique. Et c'est ça pour moi qui est extrêmement. Déjà, c'est le signe de la cohérence du système, qui est une cohérence rare dans le jeu. C'est pareil pour les règles de course-poursuite, de chasse, d'artisanat, Collecte de plantes. la Permettre. cueillette de plantes, tout à Exactement. fait. Voilà, il y a l'herbarium qui arrive. L'herbarium est super détaillé. Il est super détaillé, certes. C'est une mine de background parce qu'à l'œil noir, le background est toujours mélangé avec les règles. Les deux vont ensemble et se nourrissent mutuellement. Mais les règles de cueillette des plantes de l'herbarium, si vous avez un joueur arboriste à votre table que ça éclate, vous les mettez en place. Sinon, vous utilisez juste l'herbarium pour avoir toutes ces herbes et tous leurs effets, tous l'effet background qui va derrière et l'or. Et ça marche très bien. Je me permets. Excuse-moi, Denis. Je me permets. On est en train de parler de l'herbarium et de digresser justement de ce côté-là. Est-ce que ce serait pas le moment justement de parler des projets que vous avez, justement, l'herbarium et autre chose, et d'aborder justement l'actualité de votre asso et les projets que vous allez mettre en place?